La team, vous allez écouter ici une interview. Et dans cette interview, vous allez écouter des révélations, de véritables cassements de papeaux, des anciens soldats de Zelensky qui ont décidé de faire une sortie pour donner des révélations de ce qui se passe vraiment en Ukraine dans le champ de bataille. Vous allez ici découvrir les trucs que les chaînes de télévision ne vous disent pas. Vous allez découvrir des secrets que les chaînes occidentales ne vous disent pas. Mais eux, devant des caméras, vont faire toutes ces révélations-là. Ce que Zelensky vous cache et ce que ses soldats utilisent dans le champ de bataille. Vous savez que, en termes de médiatisation, Vladimir Poutine a en face de lui tout l'Occident qui aide l'Ukraine sur les informations de ce qui se passe exactement en Ukraine. Et pourtant, avec ces soldats-là, vous aurez des propos, vous aurez des révélations, vous aurez des trucs qu'on va vous dire qui méritent réellement qu'une enquête soit ouverte aussi contre l'armée ukrainienne. Mais cela ne sera jamais ouverte. Parce que vous connaissez très bien qui soutient qui supporte qui, et même qui finance qui. Vous savez que récemment, la France a décidé d'envoyer des missiles, pour ceux qui ne savent pas. Il y aura des missiles longue portée qui seront envoyés en Ukraine si elles ne sont déjà même pas envoyées, vu que nous avons eu des informations avec le ministre français qui a clairement dit qu'il ne va pas donner plus d'informations. Si elles sont déjà envoyées ou pas, il ne dira pas plus, mais ce qu'on doit savoir, c'est que les missiles seront envoyés. Vous voyez déjà donc le niveau où nous sommes en train d'avancer. Comme on n'en parle plus trop, on se dit que c'est fini. Non, c'est pas fini. Tout se passe et tout ne fait que se jouer sur le terrain. Et les tensions ne font que évoluer. Parce que si on arrive au missile, on va arriver à quoi après? Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces missiles ne peuvent pas arriver sur le territoire russe? C'est la question. Et si ça arrive sur le territoire russe, est-ce que les Russes ne vont pas essayer de faire un peu plus? C'est la deuxième question. Donc la team, je vous laisse ici écouter vous-même la sortie de ces anciens soldats ukrainiens. Écoutez. La vérité finit par triompher. Des civils ukrainiens, des ex-combattants de Morola, de Zelensky, sont en train de faire des révélations de fous sur l'armée de Zelensky. Des révélations de malades. Frère, comment tu vas à travers ta tête? On écoute cette vidéo chez Kamala l'Afrique. On est parti. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié un rapport réunissant une série de publications faisant preuve de nombreux cas d'utilisation ou même de bombardement d'installations civiles par les Ukrainiens en violation des lois de guerre. Le fait n'est pas contesté même par certaines organisations internationales. Amnesty International, par exemple, avait déjà publié un rapport à ce sujet en août de l'année dernière. Nous avons documenté que les forces armées ukrainiennes mettaient les civils en péril et violaient les lois de la guerre en opérant dans les lieux à forte densité humaine. Les témoignages des habitants des territoires libérés représentent la partie la plus importante des accusations. Grâce aux correspondants de guerre et aux enregistrements faits par les militaires russes, on a assez de preuves. En janvier dernier, ils sont arrivés peu à peu, ils ont logé à l'école, il y a une école en face de chez moi. Ils y emménagent pour passer quelque temps puis ils partent. Ils tirent comme si on leur avait tiré dessus. Je crois que c'était pour l'apparence. Puis ils reviennent. Il y avait un camp de vacances sportives. La même chose, une amie à moi m'appelait et m'a dit « Grâce à Dieu, ils sont partis ». La nuit, même le camp a été bombardé et ils sont revenus dans la matinée pour accuser la Russie de bombarder. La même chose est arrivée au réseau de chauffage que nous avions. Ils y vivent pendant un certain temps, puis ils partent, frappent le site dans la nuit et reviennent le matin. Oui, les véhicules étaient placés près de nos maisons, des chars, des APC, ainsi que d'autres véhicules blindés. Beaucoup de gens ont été expulsés de leurs appartements. Le soir, ils ont téléphoné et ont dit de partir. C'étaient des soldats ukrainiens. Peut-être que ce ne sont pas eux, mais des bataillons nationalistes. Là où nous vivons, dans l'immeuble numéro 10, à 100 mètres de là, se trouve l'école numéro 15. Le 15 février, ils ont pris leur position et en sont partis le 7 mars. Les 8 et 9 mars, il y a eu des frappes très puissantes visant des immeubles. C'était l'Ukraine qui ciblait précisément des immeubles. Outre les civils, des militaires ukrainiens sont eux-mêmes passés aux aveux, parfois par erreur, comme ces combattants d'Azov qui ont publié une vidéo pour raconter leur vie quotidienne pendant les combats. Écoutez d'autres témoignages de prisonniers de guerre dans des bataillons ukrainiens. Après avoir passé quelques jours à l'abri, le 26 de ce mois, nous avons été amenés à cette école. Le commandant nous a dit que c'était un lieu public, une école,
qu'il y avait des enfants, que personne ne frapperait ce lieu. Des civils s'y cachaient. Il nous a dit de nous installer, de fortifier ce bâtiment, de faire des postes de tir autour. C'est le sous-sol de l'école numéro 27. Nous avons dormi ici, c'est notre dortoir. Nous dormions sur ces blocs de verre. Nous étions 20. Le major Kirichenko dormait là-bas. C'est sa tasse. Les quartiers généraux du secteur droit et d'Azov étaient placés près d'églises, c'est-à-dire qu'ils se mettaient sous le couvert de la population civile. Je m'appelle Botkarev Ivan Ruslanovich, combattant Azov occupant le poste de conducteur-tireur d'un groupe spécial de renseignement. Nous étions sur la position d'un immeuble à 5 étages dans le district de Vinogradnoye de la ville de Mariupol. Le commandant a remarqué une voiture avec un signe Z et a ordonné de tirer, à la suite de quoi nous avons ouvert le feu sur cette voiture dans laquelle il y avait 4 civils. Personnellement, j'ai tiré une trentaine de coups, après quoi le commandant Kaliberda Sergei a donné l'ordre d'abandonner la position. Aucun crime de guerre ne sera oublié. Telle est la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères qui est derrière cette publication de la porte-parole de la diplomatie russe. Même si pour le moment l'Occident reste sourd à ce genre d'annonce. Vernet. Et pour en parler, on prend tout de suite la direction de la Normandie. Retrouvez Claude Janvier, écrivain, polémiste et analyste politique. Claude Janvier, bonsoir, merci d'être avec nous en direct ce soir sur RT en français depuis Moscou. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, un rapport tout de même inquiétant révélé par le ministère russe des Affaires étrangères, évoqué également par plusieurs ONG, notamment Amnesty International, celui de l'utilisation de civils par l'armée ukrainienne. Quelle valeur pourrait avoir un tel rapport qui soit divulgué par les autorités russes ou les organisations internationales auprès de la communauté internationale et surtout auprès de l'Occident ? Déjà, à condition que ce rapport, effectivement, soit diffusé en Occident, parce que je rappelle ici, malheureusement, que les médias de masse en Europe, enfin, tout au moins en France et en Europe aussi, d'ailleurs, ne divulguent absolument pas la vérité. Donc, déjà, c'est un peu très difficile pour des citoyens comme moi d'y voir clair. Heureusement, j'ai des amis, moi, qui reviennent du Donbass. Il y en avait quelques-uns qui ont fait un voyage récent. Et ils m'ont vraiment confirmé, parce qu'ils ont interviewé des habitants là-bas, ils m'ont vraiment confirmé effectivement que l'armée ukrainienne utilisait donc des bâtiments, des immeubles, des écoles et des hôpitaux, mettait des blindés devant, empêchait pour les immeubles des habitants de sortir et les prenait ainsi en otage, de façon à... voilà, c'est vraiment une guerre sale, c'est vraiment répugnant, c'est vraiment fait au mépris du droit international et des conventions internationales. C'est tout à fait scandaleux. Utiliser des civils dans une guerre sciemment, c'est vraiment d'une bassesse et d'une ignominie absolument incroyable. En plus, si vous le permettez, récemment, la livraison d'armes à sous-munitions par les États-Unis va de plus, malheureusement, donner un tour de clé dans le mauvais sens à ce conflit russo-ukrainien-otanusien. Parce que les munitions, malheureusement, les bombes à sous-munitions laissent des petites munitions qui peuvent exploser des années et des années après. Ça a été le cas malheureusement dans des pays comme le Laos, le Cambodge, le Vietnam. Donc, et ça fait toujours, même encore aujourd'hui, des enfants et des familles entières sont mutilés par ces bombes à sous-munitions. Et c'est vraiment ça aussi hyper scandaleux. Alors là, on assiste par Kiev une violation du droit de la guerre qui est flagrante. Donc on l'a dit, je veux dire, c'est pas quelque chose de caché, ça a été divulgué, ça a été rapporté. Est-ce que des sanctions ou des rappels à l'ordre peuvent-ils prendre à l'encontre de Kiev ou c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisageable dans ce contexte ? À partir du moment où les États-Unis et l'Europe font tout pour continuer la guerre, l'alimenter et encore, je vois pas comment, pour l'instant, ils jettent de l'huile sur le feu. Nous sommes quand même gouvernés par des va-t-en-guerre. La déclaration récente de notre président Emmanuel Macron de livrer des missiles Scalp à l'Ukraine est une preuve flagrante aussi malheureusement d'un tour de vis que la France prend. Un petit mot quand même pour nos amis russes. Il faut qu'ils sachent quand même qu'une bonne partie de la population française n'est absolument pas d'accord avec cela. Alors justement, on va revenir
On va revenir sur ces sanctions qui peuvent être envisagées. On va revenir sur la livraison des armes des Américains. Est-ce que ce conflit peut prendre une toute autre tournure avec cette livraison américaine des bombes à fragmentation? Et quel impact peuvent-elles vraiment avoir concrètement sur les populations civiles? Ça a un énorme impact parce que ces bombes à fragmentation peuvent tuer ou mutiler, comme ce sont des petites bombes qui sont dispersées après, ça peut vraiment tuer ou mutiler des enfants, des femmes, des familles entières. Je vais quand même préciser un détail technique. Ces munitions représentent un taux de non-explosion de 6%. Alors que normalement, il n'est pas autorisé, le pourcentage ne devrait pas dépasser 1%. Donc les conséquences peuvent être dramatiques, encore plus dramatiques sur les populations. Absolument, absolument. C'est malheureux. C'est malheureux parce que c'est encore et toujours les populations civiles qui vont souffrir. Et c'est inadmissible. Une guerre, normalement une guerre dite conventionnelle, doit avoir lieu entre deux armées, deux forces militaires, et non pas utiliser des civils tout à fait innocents, des enfants, des adolescents et même des vieillards comme boucliers humains. C'est absolument inadmissible et ça devrait être vraiment condamné avec la plus grande fermeté. Merci beaucoup Claude Janvier d'avoir été là avec nous ce soir pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous êtes écrivain, polémiste, analyste politique en direct depuis la Normandie. Merci beaucoup.